Un drone sans insigne fend le ciel nocturne. Incursion banale ou première note d'une symphonie silencieuse. Cette nuit-là, une simple alerte s'affiche. Intrusion anonyme, à une heure où tout dort. Mais derrière la routine, c'est la vigilance collective d'un pays qui s'éprouve, sans bruit, sans explication, sans excuse. Faut-il riposter? Rester muet? L'instinct crie vengeance, surtout quand la rhétorique de Donald Trump martèle sécurité, force, action. Les grandes puissances ont fait de l'exception une habitude. Tester sans cesse la frontière entre audace et provocation, transformer chaque violation en banalité, s'approprier le droit de décider quand la normalité bascule. Face à cela, la panique rôde. Pourtant, est-ce là la vraie souveraineté? Ou bien celle-ci réside-t-elle dans la capacité d'un pays à fixer ses propres règles, à refuser de danser au rythme imposé par d'autres? La question paraît simple, mais ouvre un abîme, répondre ou ignorer. Une erreur et tout vacille. Il suffit d'un faux pas pour perdre sa légitimité, ouvrir la voie à d'autres violations, voir sa souveraineté réduite à un mot dans un traité, pendant que d'autres écrivent l'histoire à notre place. Ce qui se joue n'est pas qu'une question d'espace aérien. C'est la dignité d'un peuple, sa sécurité, et la survie politique et symbolique de la nation. Ce drone pose un dilemme tactique, mais surtout un test existentiel, celui de la doctrine contre la tentation de l'escalade. Car dans le nouvel ordre mondial, chaque geste discret peut être une déclaration de guerre muette. Pour comprendre l'enjeu, il faut remonter à la mécanique intime du pouvoir et à la manière dont l'ingérence cherche à devenir la norme. Mais comment les puissants ont-ils appris à transformer l'exception en règle? Pour le comprendre, il faut plonger dans les stratégies invisibles qui redéfinissent la souveraineté au Sahel. La sécurité. Ce mot magique qui change une frontière en simple passage, un pays en couloir. Aujourd'hui, la puissance ne s'impose plus à grand bruit de bottes, ni sous des drapeaux claquant au vent. Les Américains l'ont compris. Parler de sécurité, promettre l'ordre, suffit à justifier n'importe quel acte, aussi unilatéral soit-il. Ce langage bien huilé donne à celui qui le manie la permission de franchir nos lignes, de transformer la distance en droit et notre prudence en faiblesse. Prenons un exemple concret. En 2020, des drones américains ont été repérés à plusieurs reprises au-dessus du territoire nigérien, sans coordination préalable avec les autorités locales. Ces incursions, justifiées par la lutte contre le terrorisme, ont peu à peu été acceptées comme des opérations de routine. Or, chaque opération de routine grignote un peu plus la souveraineté nationale, jusqu'à ce que l'exception devienne la norme. Un drone fend le ciel, sans drapeau, sans avertissement, sans excuse. Ce n'est pas une attaque directe, mais une épreuve silencieuse. L'incursion ne cherche pas le choc frontal, mais jauge notre réponse. Il ne s'agit plus de radar, mais de volonté. Agir ou détourner les yeux. Le discours de la sécurité, repris par des dirigeants comme Donald Trump, n'est jamais neutre. Il prépare les esprits, sert de prétexte. Garantir la sécurité revient à demander, ou arracher, la permission d'agir, sous le masque de la bienveillance. Le silence devient soumission, une réaction précipitée le piège parfait pour justifier une escalade déjà planifiée. Pour illustrer ce piège, on peut se souvenir de l'incident de la mer Noire en 2018. Lorsque des navires russes ont capturé des patrouilleurs ukrainiens près du détroit de Kertch, la Russie a invoqué la sécurité de ses frontières pour justifier son action. L'Ukraine, en réagissant vivement, s'est retrouvée accusée de provocation. Ce renversement du récit montre comment la rhétorique de la sécurité peut être instrumentalisée pour légitimer l'ingérence. Voilà le dilemme: ignorer l'intrusion et risquer d'ancrer la normalisation de nos frontières violées, ou réagir trop vite, trop fort, et offrir à l'adversaire le récit de la provocation. Les deux options sont des impasses. La soumission silencieuse renforce l'emprise de l'étranger. L'impulsivité peut transformer la victime en agresseur, selon la logique imposée. Ce que beaucoup oublient, derrière ce théâtre de la sécurité se joue l'avenir de la souveraineté. Ne pas décrypter ce langage politique, c'est s'exposer, tôt ou tard, à devenir la prochaine anomalie à corriger au nom de l'ordre mondial. Il n'existe plus de zone neutre.
Chaque hésitation, chaque silence, chaque geste devient une donnée exploitée. La seule parade. Opposée à la rhétorique de la sécurité, une doctrine réfléchie, disciplinée, qui refuse de choisir entre humiliation passive et colère stérile. Transformer la vulnérabilité en calcul, la réaction en stratégie, la patience en force. Seule cette posture peut préserver la dignité et l'avenir. Mais quelle stratégie adopter, quand chaque geste est épié et interprété? La réponse se joue dans l'art du récit et la capacité à imposer ses propres règles du jeu. La crise n'est jamais un simple drone. C'est l'histoire que l'on racontera sur lui qui comptera, bien plus que son bourdonnement éphémère. Un drone non identifié ne traverse pas le ciel par accident. Chaque passage s'inscrit dans une partition déjà écrite. Chaque vol répète un message soigneusement calibré. Dans cette guerre feutrée, la première cible n'est ni la terre, ni l'air. C'est l'esprit, ce lieu fragile, où des mots étrangers prennent racine. Pour mieux saisir cette réalité, revenons à la guerre froide. À cette époque, les États-Unis et l'Union soviétique déployaient régulièrement des avions espions U-2 ou Mi-G-25 au-dessus des territoires adverses. Chacune de ces incursions n'était pas un simple acte de surveillance, mais un test psychologique. Jusqu'où l'autre tolérerait-il la provocation? L'affaire Powers, en 1960, où un avion U-2 américain fut abattu au-dessus de l'URSS, marqua un tournant. La réaction soviétique, ferme et documentée, mit fin à une série d'incursions jusque-là tolérées. On ne parle plus d'intrusion, mais de coopération sécuritaire. Le mot « provocation » disparaît, remplacé par « stabilisation d'urgence ». Ainsi commence la conquête véritable. Elle s'insinue par la bouche, s'impose dans la pensée. Accepter la langue de l'autre, c'est déjà céder la moitié de sa souveraineté. Offrir sans le voir, le pouvoir de nommer et de juger. Le vrai rapport de force n'est pas seulement technologique, il est tissé par la narration. Quand un incident devient un simple fait divers, quand un acte calculé se fond dans la routine, l'intrusion se banalise. À force de répétition, le vocabulaire de la puissance infiltre les discussions, jusqu'à redessiner insidieusement la perception collective. Un exemple frappant s'observe dans la région du Moyen-Orient. Les incursions régulières de drones israéliens dans l'espace aérien libanais sont souvent présentées dans les médias internationaux comme de simples mesures de surveillance. Peu à peu, même les discours officiels finissent par intégrer ce vocabulaire, occultant la réalité d'une violation systématique de la souveraineté libanaise. Le récit dominant finit par s'imposer et la résistance locale perd sa légitimité aux yeux du monde. Chaque fois qu'une nation laisse filer son propre récit, elle s'expose à un danger muet, être classée, gérée, puis punie selon des règles dictées ailleurs. Le danger ultime n'est pas le drone, mais d'être raconté par d'autres, réduit à une simple variable dans le calcul d'autrui, sans percevoir l'ampleur de ce qui a été perdu. Tant que le langage de l'intrusion s'installe, la souveraineté recule. Ce n'est pas la force qui fait défaut, mais la discipline de refuser d'être nommé, défini, catégorisé par des mots importés. Même la peur, même l'indignation peuvent être capturées et retournées contre la nation, si elles s'expriment dans un vocabulaire qui ne lui appartient pas. L'enjeu réel, défendre son récit, refuser l'imposition d'un lexique étranger, briser le piège de la normalisation. Qui cède sur les mots ouvre la porte à toutes les ingérences. La dignité d'un pays commence là où il forge ses propres mots pour décrire ce qu'il endure et ce qu'il choisit. Reste une question essentielle. Comment transformer cette vulnérabilité en levier? Comment imposer une doctrine qui force le respect plutôt que de subir la rhétorique des puissants? Pour répondre, il faut comprendre comment une doctrine solide peut inverser le rapport de force, même face à l'ingérence la mieux déguisée. Le temps est venu de passer de la réaction à la définition active de ses propres règles. Le prix du silence, c'est l'effacement progressif du droit à exister pleinement. Ce que l'on croit gagner en se taisant, on le perd en souveraineté, millimètre après millimètre, jusqu'à ce que l'existence même de la nation devienne une légende, plus qu'une réalité tangible. Le Sahel l'illustre sans détour. Réagir au cas par cas ne suffit plus. Sans vigilance anticipée, sans cohérence entre voisins, sans une dissuasion crédible,
chaque pays court le risque de voir ses lignes rouges devenir d'abord floues, puis accessoires. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple du G5 Sahel. Ce groupement régional, créé pour coordonner la lutte contre le terrorisme, a souvent été confronté à des interventions étrangères menées sans véritable concertation. À chaque fois que la coordination fait défaut, les frontières deviennent poreuses. Un incident au Mali finit par toucher le Burkina Faso, puis le Niger, démontrant que l'absence de doctrine régionale met en péril l'ensemble du tissu souverain. Ici, la doctrine n'est pas un luxe d'experts, mais la seule barrière qui sépare l'intégrité de la dissolution. Une doctrine solide exige la clarté. Dire sans hésiter ce qui sera toléré et ce qui ne le sera jamais, sans laisser la place au doute. Elle impose une discipline stricte. Ne pas tomber dans la provocation, refuser de laisser l'adversaire dicter le rythme, n'annoncer que ce qui est déjà garanti par la préparation et les faits. Elle requiert une documentation méticuleuse. Chaque incident noté, chaque preuve conservée, devient un rempart contre la falsification du réel par les puissants. L'objectif n'est pas l'accumulation de coups d'éclat, mais de rendre chaque incursion coûteuse, chaque franchissement de ligne visible et incontestable. Pour illustrer ce point, rappelons-nous la crise du canal de Suez en 1956. L'Égypte, sous la houlette de Nasser, a documenté chaque incursion et chaque violation de l'espace national par les forces britanniques et françaises. Cette accumulation de preuves a permis au pays de défendre sa cause devant les instances internationales et de rallier un soutien qui a finalement forcé le retrait des troupes étrangères. La riposte doit être dosée, ni excès, ni faiblesse, mais une fermeté constante qui transforme chaque test en confirmation de la limite. Il ne s'agit pas d'une humeur gouvernementale, mais d'une frontière vivante. Refuser une doctrine claire, c'est accepter que la nation s'érode à chaque provocation. Laisser passer une intrusion, c'est l'ancrer comme une habitude. Rester muet, c'est donner carte blanche à la prochaine disparition. La souveraineté ne peut plus être un simple attribut diplomatique. Elle doit devenir un système, une somme de réflexes, de procédures, de principes partagés, qui rendent toute ingérence étrangère non seulement difficile, mais coûteuse à tous les niveaux, politique, médiatique, symbolique. Dans cette nouvelle donne, la dissuasion ne repose plus sur la menace de la guerre, mais sur l'architecture du respect. Imposer un cadre où nul ne peut manipuler le statut d'une nation comme un simple décor à déplacer. Ce travail d'ingénierie discrète mais essentielle décidera si un pays subsiste ou s'efface dans la routine des puissants. Mais toute doctrine, aussi précise soit-elle, ne vaut que par ceux qui l'incarnent et la défendent. L'étape suivante, mesurer la résilience collective face aux pressions et aux tentations du renoncement. La souveraineté ne se décrète pas d'un simple mot. Elle se construit, pierre après pierre, dans chaque fibre de l'État. Dans le monde d'aujourd'hui, la souveraineté ne se limite plus à un drapeau ou à un discours enflammé. Elle commence par la consolidation patiente de 3 piliers essentiels: la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la sécurité narrative. Sans eux, chaque crise étrangère se transforme en faille, chaque main tendue devient une menace déguisée. Assurer la sécurité alimentaire, c'est refuser d'être prisonnier du climat capricieux d'un marché lointain ou d'une frontière soudain fermée sur ordre extérieur. C'est investir dans la terre, bâtir des filières locales, prévoir les ruptures pour que la faim ne vienne jamais racheter notre dignité. Pour donner un exemple, prenons le cas du blocus imposé au Qatar en 2017. Privé soudainement de ses sources traditionnelles d'approvisionnement, le pays a dû investir massivement dans l'agriculture locale, la production laitière et la diversification de ses fournisseurs. Cette résilience alimentaire est devenue un atout stratégique, renforçant la marge de manœuvre diplomatique du Qatar. La sécurité énergétique n'est pas un luxe abstrait, mais la clé même de l'indépendance. Un pays contraint de supplier pour un peu d'électricité ou de céder son pouvoir contre quelques barils ne décide plus de rien. Il s'agit alors de diversifier, d'innover, de renforcer les marges de manœuvre pour que chaque coupure soit anticipée et traitée, non subie. L'exemple du Ghana, qui a investi dans les énergies renouvelables et la construction de barrages hydroélectriques pour réduire sa dépendance aux importations de pétrole, montre comment la sécurité énergétique peut être un levier de souveraineté. Quand une panne survient,
la réaction n'est plus la panique, mais la mise en œuvre de solutions prévues à l'avance. La plus sournoise des menaces reste la guerre des récits. Si un peuple ne tient pas les rênes de son histoire, d'autres la réécrivent à leur profit. Investir dans une narration juste et solide, c'est bâtir un rempart contre les slogans importés et les débats piégés. La souveraineté narrative, c'est refuser d'être définie par ceux qui n'auront jamais à payer le prix de la discorde. À ces 3 piliers s'ajoute une arme discrète mais décisive, la discipline. Il ne s'agit pas d'autoritarisme, mais d'une vigilance méthodique, constante. La discipline transforme chaque incident en enseignement, chaque intrusion détectée en coup pour l'assaillant. Rien n'est oublié, tout est noté, chaque faille devient exercice de réparation. Pour renforcer cette discipline, chaque pays peut mettre en place un centre national d'alerte et de documentation, chargé d'enregistrer chaque incursion, d'analyser les schémas d'attaque et de former les agents à la riposte mesurée. Ce processus, loin d'être technocratique, permet de transformer chaque faiblesse identifiée en point d'appui pour l'avenir. L'objectif n'est pas de répondre à chaque provocation par le fracas, mais de rendre l'ingérence étrangère incertaine et dangereuse. Quand chaque tentative d'intervention retourne contre son auteur, la tentation de manipuler s'effondre. La puissance de l'État ne se jauge plus à l'étalage des armes, mais à sa capacité à semer le doute chez l'adversaire. Ignorer ces leviers, c'est accepter que la nation soit une matière malléable, offerte à toutes les expérimentations étrangères. C'est donner à chaque puissance le droit de tester, de manipuler, d'amincir une souveraineté déjà fragilisée. Mais bâtir ces remparts n'est jamais un acte isolé. Chaque choix implique des sacrifices, des alliances et une vigilance qui ne connaît pas de répit. Pour illustrer la nécessité de l'alliance, on peut évoquer l'exemple de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. En misant sur la neutralité active, la préparation militaire généralisée et une diplomatie fine, la Suisse a su préserver son intégrité territoriale, malgré la pression des grandes puissances. Ce modèle montre que la souveraineté se construit aussi dans l'art de choisir ses alliés et de tracer des lignes de résistance communes. Décider du futur n'appartient pas à ceux qui planent au-dessus de nos têtes, mais à ceux qui osent tracer, puis défendre la ligne, même quand tout invite à céder. Chaque incursion tolérée, chaque violation acceptée par lassitude ou par peur, devient une habitude dangereuse, une brèche ouverte, une invitation à la prochaine transgression. Refuser l'intrusion n'est pas sombrer dans la paranoïa, c'est simplement refuser que l'accoutumance dicte ce qui serait désormais acceptable. Il ne s'agit pas de militariser chaque borne, mais d'énoncer une doctrine claire, comprise de tous, appliquée sans exception ni lassitude. Au nom de la sécurité, certains promettent la stabilité. Mais une stabilité imposée d'ailleurs n'est qu'un silence de surface, une pause avant la prochaine exigence. La souveraineté ne s'offre pas. Elle se construit, chaque jour, dans le détail du refus, refus de minimiser, de banaliser, de céder à la lassitude. Accepter l'inacceptable aujourd'hui, c'est risquer de se réveiller demain sans rien à protéger. Quand la frontière devient invisible, la nation s'efface du récit, remplacée par celui des autres. Or, garder la main sur son histoire, c'est la première condition de l'indépendance, politique, culturelle, symbolique. Tant que d'autres fixent nos seuils de tolérance, nous reculons d'un pas chaque jour, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de terrain à défendre. Voilà pourquoi je vous invite non seulement à refuser la normalisation de l'ingérence, mais à adopter une doctrine partagée, transformer la vulnérabilité en ligne de résistance, le doute en discipline, la peur en stratégie réfléchie. La vraie force d'une petite nation n'est ni dans le défi ni dans la soumission, mais dans l'affirmation méthodique de ce qui ne se discute pas. Tout commence par un mot, un geste, un protocole respecté, même dans la nuit. Cela se poursuit par une vigilance partagée, l'alliance des consciences, la circulation honnête de l'information entre citoyens et institutions. Dès lors, chaque tentative d'intrusion n'est plus un moment de panique, mais une épreuve de notre détermination collective. Pour passer de la théorie à la pratique, voici quelques étapes concrètes que chaque État peut mettre en œuvre. Premièrement, instaurer une cellule de crise permanente, capable de réagir à toute heure à une intrusion, en mobilisant experts civils et militaires.
Cette cellule doit être dotée d'un protocole strict. Vérification des faits, communication interne maîtrisée, réaction proportionnée et traçable. Deuxièmement, investir dans la formation des acteurs clés, qu'il s'agisse des pilotes, des opérateurs radars, des diplomates ou des porte-paroles. Tous doivent être entraînés à reconnaître les tentatives de manipulation narrative, à répondre par des faits et non des émotions, et à éviter les pièges tendus par l'adversaire. Troisièmement, favoriser la coopération régionale par la création de réseaux d'alerte partagés. Quand un incident se produit, il doit être immédiatement signalé aux voisins concernés, afin d'éviter l'isolement et la division recherchée par les puissants. Quatrièmement, renforcer la sensibilisation du public. Une population informée, consciente des enjeux, est moins vulnérable aux campagnes de désinformation. Par le biais de médias indépendants, d'ateliers citoyens et d'initiatives éducatives, chaque citoyen devient acteur de la souveraineté collective. Cinquièmement, développer une diplomatie active, capable de porter les preuves des violations devant les instances internationales. Chaque dossier bien constitué, chaque témoignage recueilli, renforce la position du pays face à la communauté internationale. Cette démarche n'est pas vaine. Elle a permis à des nations comme la Géorgie, lors de la guerre de 2008, de mobiliser un soutien international malgré l'asymétrie des forces en présence. Nous ne pourrons jamais empêcher les puissants de manier la langue de la force. Mais nous pouvons, ensemble, décider que leur discours ne franchira pas la ligne de notre résignation. La souveraineté du Sahel, comme celle de toute nation menacée, exige moins de déclarations spectaculaires que de constance et de clarté dans l'action. C'est seulement en traçant cette ligne, et en l'expliquant sans ambages, que nous rendrons à la frontière sa valeur vraie. Non un mur, mais une proclamation de dignité commune. Le danger n'est pas seulement l'agression extérieure, mais l'érosion intérieure, celle qui s'installe quand céder devient plus simple que résister. En un mot, il ne s'agit pas de crier plus fort, mais d'agir plus juste. Réécrivons ensemble le sens de défendre la souveraineté, aujourd'hui. Partagez cette vision, débattez-en, car aucune doctrine ne survit sans l'adhésion active de ceux qu'elle protège. En somme, ce drone anonyme qui fend la nuit n'est pas qu'un objet de surveillance. Il est la métaphore d'une guerre silencieuse, menée ligne après ligne, mot après mot. Le choix qui s'offre à nous n'est pas entre la soumission et le fracas, mais entre l'oubli et la mémoire, entre la routine et la reconquête de notre récit. À chaque nation d'écrire, jour après jour, la partition de sa propre souveraineté.